Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première sortie comptant pour la semaine du bulletin d'information sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Débutons-le, si vous le voulez bien, avec l'actualité qui nous vient tout droit de la Cour pénale internationale, où justement ce lundi 12 novembre 2018 est donc consacré à l'ouverture des audiences de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes qui ont donc repris ce 12 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. Le menu est donc axé sur les plaidoiries de la défense concernant l'acquittement de ses clients et de répondre à l'argumentaire du procureur. À titre de rappel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Et puis une conférence internationale sur la crise libyenne s'est également ouverte ce lundi 12 novembre 2018 du côté de l'Italie. Et cette réunion devrait donc accoucher de solutions pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis quelques années, notamment depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi. Junior Wafo nous en dit plus. Plongée dans une violente crise depuis l'assassinat de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye cherche les solutions pour une sortie de cette situation. Pour ce faire, les belligérants libyens séjournent à Palerme en Italie depuis ce lundi pour une conférence internationale. Suite à celle de Paris qui avait abouti à un accord en vue d'une tenue des élections dans le pays le 10 décembre prochain, cette rencontre a aussi pour objectif la relance de l'économie et le retour au calme dans la capitale libyenne qui a connu un regain de tension entre fin août et fin septembre, causant la mort d'au moins 117 personnes. Toutefois, avant même son début, la conférence de Palerme reste fragilisée suite à l'incertitude qui entoure la participation du maréchal Haftar. Comme lors du sommet de Paris en mai dernier, le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj, le président du Parlement Aguila Saleh et celui du Conseil d'État Khaled al-Mekri, ainsi que des dignitaires et représentants tribaux de la société civile, devront trouver ensemble des solutions d'une sortie de crise qui n'a que trop duré. Bien sûr de l'engagement sur l'intégration de la paix de la Corne de l'Afrique qui a donc été rendu public le samedi 10 novembre dernier. Ceci donc dans un communiqué conjoint signé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président érythréen Isaïe Afewi et le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed. Du moins, voici les détails que nous propose Khalid Mama. Cette initiative portant sur l'intégration de la paix dans la Corne de l'Afrique fait suite à 2 jours de réunion tenus entre les 3 chefs d'État, tenus dans la localité de Baher, au nord de l'Éthiopie. Selon le communiqué rendu public samedi dernier, cet accord de renforcement de solidarité et de soutien mutuel est motivé par les résultats observés depuis la signature de la déclaration conjointe d'Asmara. Faite en septembre 2018, cette déclaration porte sur l'amitié et la coopération globale. En outre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président érythréen Isaïe Afwerki et le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed se réjouissent de la levée proche de toutes les sanctions contre l'Érythrée. Une levée de sanctions qui, d'après ces derniers, servira de transition pour attester leur engagement dans l'intégration de la paix et une coopération régionale inclusive. En guise de rappel, l'Érythrée est depuis 2009 visée par un embargo onusien sur les ventes d'armes. À ce sujet, le Conseil de sécurité de l'ONU discutera la semaine prochaine sur la levée ou non des dites sanctions. Quant aux 2 autres États, ils continuent à observer leur fraternité depuis leur réconciliation marquée par la réouverture de leurs frontières le 11 septembre dernier. Ceci après 20 années de conflit. Après donc les collaborations bilatérales, place à présent à la politique. Cap alors sur Niamey, c'est bien évidemment au Niger où justement le dimanche 11 novembre dernier, une nouvelle manifestation a vu le jour dans la capitale. Une manifestation organisée par l'opposition qui a donc tenu à exprimer non seulement son désaccord face au code électoral du pays, mais également contre le gouvernement nigérien accusé alors de mauvaise gouvernance. Khalid Mama nous en dit plus. Armés de cris et des écrits,
On les comptait par milliers. Ces manifestants, pilotés par l'ancien président Mohamed Ousmane, ont terminé leur défilé par un meeting tenu devant le Parlement nigérien à Niamey. Une semaine avant, l'opposition avait suspendu sa participation car, selon elle, il y avait un manque de consensus avec les représentants du gouvernement. Ceci lors de la révision du code électoral tenue à son absence en 2017. Selon elle encore, 4 articles font objet de désaccords, notamment celle qui écarte la candidature au prochain scrutin de l'opposant Hamma Amadou. Vivant en exil, celui-ci a été condamné à 1 an de prison dans une affaire de trafic international de bébés. Or, l'article 8 en question disqualifie pour une élection toute personne ayant été condamnée à 1 an de prison au moins. Selon Mohamed Ousmane, cet article ne vise que le candidat de l'opposition Hamma Amadou qui, par ailleurs, est arrivé au 2e tour lors des élections présidentielles de 2016. À en croire l'ex-ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yacoubou, actuellement dans le rang de l'opposition, le régime vise à installer la fraude électorale dans le code électoral. Déclaration qui n'a pas laissé indifférents les membres du gouvernement, à l'instar du ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed, qui a mentionné que l'article 8 existe depuis 1992, au lendemain de la suspension de la participation de l'opposition à la révision du dit code. Au Togo, c'est donc le gouvernement qui a donc adopté un projet de loi portant modification de 3 articles de la Constitution, portant entre autres sur la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Seul bémol de ce projet de loi, l'absence de la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats », chose que réclame l'opposition, même si par cette démarche, le gouvernement souhaite se conformer aux décisions et recommandations faites par la CEDEAO le 31 juillet dernier à Lomé, capitale du Togo. Au Tchad, il y a du sang neuf au sein du gouvernement, mais surtout des nouveaux souffles dans ce nouvel gouvernement tchadien qui a donc été nommé depuis le 9 novembre dernier, car le président Idriss Déby Itno a donc opéré un remaniement de son gouvernement touchant les portefeuilles clés, notamment la défense, les mines et la gouvernance locale. Ainsi donc, plusieurs départs ont été constatés, à l'instar du ministre des Mines, du Développement industriel commercial et de la promotion du secteur privé. Des réajustements ont également droit de citer dans ce nouveau gouvernement qui est donc dorénavant composé de 12 ministres. Toujours en politique, cette fois-ci du côté de la République démocratique du Congo, où c'est donc dorénavant officiel, car l'opposition congolaise a d'ores et déjà un candidat commun qui défendra alors les objectifs de l'opposition à l'élection présidentielle fixée au 23 décembre 2018. Il s'agit bien sûr de Martin Fayulu, l'un des plus actifs opposants sur le terrain, qui a donc été désigné candidat de l'opposition au terme de longues tractations à Genève, en Suisse, entre les 7 principaux leaders des partis d'opposition congolaises. Falontunia pour plus de détails. Depuis dimanche soir, Martin Fayulu est le candidat unique choisi par l'opposition congolaise pour la présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Une décision qui vient corroborer 4 jours de concertation tenus au centre Kofi Annan de Genève, en Suisse, par les leaders de l'opposition congolaise. Âgé de 62 ans, Martin Fayulu affrontera Emmanuel Ramazani Shadari le 23 décembre 2018. Cet ancien cadre du secteur pétrolier, élu député en 2006, fait partie des personnes qui ont vivement critiqué le maintien du président Kabila au-delà de la fin de son mandat. Porteur du projet de société sociale libérale, le président du parti Engagement pour la citoyenneté compte sur une expérience qui pour lui fait la différence. Martin Fayulu devra aujourd'hui fédérer tous les électeurs hostiles au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange en vue de la présidentielle du 23 décembre 2018. Restons dans le même sillage présidentiel en République démocratique du Congo avec bien sûr le candidat du Front commun pour le Congo et par ailleurs dauphin du président de la République Joseph Kabila. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani Shadari qui fait donc trembler l'opposition. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre de la Communication et Médias
M. Lambert Mende au Malanga. Selon lui, l'opposition congolaise a peur de la popularité du candidat président Chanari. Lambert Mende réagissait ainsi aux propos de certains candidats de l'opposition, accusant le candidat du FCC d'utiliser les ressources financières et humaines de l'État, car l'opposition dénonce le fait que le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et même d'autres membres du gouvernement fassent partie de l'équipe de campagne du candidat de la majorité. Une dénonciation qui ne devrait pas être à l'ordre du jour, à en croire M. Mende, qui a tenu à préciser que la loi congolaise permet à un ministre, un député, un président de l'Assemblée nationale ou un Premier ministre de faire campagne pour quelqu'un dont il est convaincu de la justesse du programme. Toujours en République démocratique du Congo, mais cette fois-ci avec une nouvelle triste, car elles sont au moins 10 personnes à avoir perdu leur vie dans le déraillement d'un train dans l'est de la République démocratique du Congo ce 12 novembre. Un accident ferroviaire qui affiche également un bilan provisoire de 22 blessés, alors que le train en question, transportant plusieurs marchandises, reliait Kindu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à hauteur de la localité de Samba, dans le territoire de Kasongo, à la frontière des provinces de Maniema et du Tanganyika. L'origine de ce déraillement serait alors des freins qui ont cédé alors que le train roulait à vive allure. Intéressons-nous à présent à l'actualité gabonaise, plus précisément à l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Aux dernières nouvelles, il va mieux. C'est du moins ce qui ressort d'une vidéo diffusée donc ce dimanche 11 novembre où le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, M. Ike Ngoni, affirme que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, se porte pour le mieux. C'est du moins ce que nous allons découvrir dans ce morceau choisi, du moins de cette communication gouvernementale. Mesdames, Messieurs, par la présente communication, la présidence de la République gabonaise, comme elle s'y est engagée, entend faire un point sur l'état de santé de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, admis au King Faisal Hospital de Riyad, en Arabie Saoudite. Les informations sur l'état de santé du chef de l'État sont extrêmement rassurantes. L'état de santé de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, s'est très sensiblement amélioré. Cette évolution positive s'est nettement accélérée ces tout derniers jours. Aujourd'hui, le président de la République est dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. C'est la conclusion du dernier bulletin médical communiqué par l'équipe médicale. Je cite ce bulletin. Le mercredi 24 octobre 2018, en fin d'après-midi, alors que le président de la République se trouvait à son hôtel à Riyad, en Arabie Saoudite, celui-ci a été pris de malaise et vertiges persistants. Après examen de sa situation par son médecin personnel, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été immédiatement transporté au King Faisal Hospital de Riyad pour une prise en charge appropriée et des examens approfondis. Les premières explorations ont permis de constater un saignement justifiant une prise en charge médico-chirurgicale en secteur hautement spécialisé, où son Excellence, Monsieur le Président de la République, a subi des soins de support appropriés et approfondis, ayant permis à ce jour d'améliorer de façon significative son état général et ainsi d'alléger le protocole de soins. Selon l'équipe médicale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, amorce donc progressivement une phase de récupération physique très encourageante. Son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État, continue d'exercer ses fonctions. Les institutions de notre République fonctionnent donc aujourd'hui parfaitement dans le strict respect de la Constitution. Je vous remercie. Et nous restons au Gabon une fois de plus où l'une des cellules de l'AGEV, à savoir l'Association des jeunes émergents du Gabon, a donc organisé une journée citoyenne à Libreville, capitale du Gabon. C'était bien sûr ce 10 novembre 2018. Chose vue et entendue par nos correspondants Fatih Raina, Alinou Marcelin. Organisée par les femmes de l'Association des jeunes émergents du Gabon, la journée citoyenne tenue ce 10 novembre à Libreville a permis à ces dames de nettoyer les rues et les caniveaux dans le quartier Babéguégué. Cela rentre dans le cadre de leurs activités régaliennes au grand plaisir de la présidente de la cellule des femmes de l'AGEV, Mme Badinga Flora. Il s'agit de la journée citoyenne. Nous sommes une association des jeunes émergents du Gabon, AGEV. Donc dans l'AGEV, il y a une cellule, département de femmes. Donc quand on fait des journées citoyennes, le premier samedi du mois, c'est réservé pour tous les AGEViens.
Et la semaine suivante, c'est réservé pour la cellule féminine de la GEV. Donc tous les premiers samedis du mois, on travaille d'abord ensemble. Et la deuxième semaine, les femmes se lèvent pour poser des actions dans tout Libreville. Donc nous sommes ce matin ici pour nettoyer le quartier bas de Guégué pour le curage des caniveaux et puis désherber un peu tous les alentours. La GEV est là pour accompagner le projet du chef de l'État. Le social, c'est la GEV. Quand tu as un petit besoin quelque part dans un quartier, tu nous informes et on vient sur le terrain. On vient d'abord inspecter les lieux, voir comment les choses se passent et puis on vous vient en aide. Madame Mara Aguila, membre d'honneur de la GEV, qui a pris part à l'activité de ce jour, n'a pas manqué d'exprimer son motif de satisfaction tout en félicitant cette initiative salvatrice. Je suis satisfaite et je pense que les résidents du Bas de Guégué également sont satisfaits parce que c'est une préoccupation qu'ils avaient depuis déjà mars. Ils ont écrit aux différentes autorités. Et notamment, ils ont saisi le président de notre association depuis le mois de mars pour ces travaux parce qu'ils étaient vraiment embêtés du fait que le canal soit bouché. Ça a causé beaucoup d'inondations. C'est vraiment un sentiment de soulagement pour ces personnes-là. C'est une préoccupation qu'ils ont depuis longtemps. Donc le fait qu'on vienne sur le terrain aujourd'hui, ils sont vraiment soulagés, satisfaits. Et comme le disait la présidente, ce n'est pas notre première action. On a l'habitude d'intervenir sur le terrain. Et selon la façon dont on est saisi, soit certains d'entre nous sont résidents dans des quartiers, nous connaissons les difficultés de chaque quartier, ou bien il y a des saisines directement de notre président. À ce moment-là, on intervient. Au terme de cette journée de dur labeur, les participantes se sont séparées dans la joie et l'espoir de se retrouver à la prochaine édition. Parlons de toute autre chose à présent dans ce bulletin d'information. Il s'agit bien sûr de la sécurité automobile qui est désormais une réalité au Bénin, car dorénavant, nul ne sera donc épargné par le contrôle des pièces administratives des engins en circulation, car le contrôle des plaques d'immatriculation sera de mise et débutera au sein des unités de la police pour montrer le bon exemple et surtout s'assurer que les agents de la police républicaine qui sont chargés de conduire cette opération sont eux-mêmes en règle. Ainsi donc, dès le 1er décembre 2018, le contrôle des plaques d'immatriculation des engins de 2 à 3 roues sera lancé, tandis que l'opération de contrôle de la visite technique nouvelle formule sur les véhicules en circulation au Bénin a démarré pour sa part ce lundi 12 novembre pour tous. Cap au Mozambique, où le président Felipe Nyusi a donc inauguré le samedi 10 novembre 2018 un pont géant à Maputo, capitale du pays. Cet ouvrage gigantesque marque ainsi la détermination du gouvernement en ce qui concerne le développement du pays. Junior Wafo. 680 mètres de long, l'ouvrage permettra d'établir la connexion entre le nord et le sud de l'Afrique par la route. Entamé en juin 2014 par la société chinoise Road and Bridge Corporation, ce pont a coûté 785 millions de dollars et a été financé à 95% par les Chinois. Outre la liaison continentale, ce pont qui s'élève à 141 mètres au-dessus de la baie de Maputo connectera le district de Katembe à la capitale jusqu'à présent relié uniquement par un ferry. Pour l'ambassadeur de Chine au Mozambique, le pays est une priorité pour le gouvernement chinois en matière d'intervention dans le cadre de la politique étrangère. Engagé dans plusieurs pays africains, le pays de Xi Jinping se positionne désormais comme un acteur incontournable pour le développement du continent. C'est en compagnie de Su Jian, ambassadeur de Chine au Mozambique, que le président Felipe Nyusi a inauguré le pont le plus grand de son pays le 10 novembre dernier. Et sortons de ce bulletin d'information avec la 11e édition des Médées où le président du Burkina Faso, Christian Rochmark Kaboré, a donc été récompensé par un prix à Tanger au Maroc pour son leadership et les progrès réalisés par son pays depuis son élection. À titre de rappel, le Forum des Médées a donc lieu chaque année et décerne son grand prix à une personnalité marquante de la scène internationale. Et donc pour cette 11e édition, l'honneur est revenu à Rochmark Christian Kaboré d'être distingué pour les progrès effectués depuis son élection à la présidence du Burkina Faso.
Et c'est sur cette note que se referme définitivement cette première sortie de bulletin d'information. Comptons pour cette autre semaine du mois de novembre pour l'année 2018. Vous le savez, nos programmes se poursuivent sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous en remercions.